Près de 200 chambres neuves pour les touristes de Cayenne depuis l'année dernière. Le secteur de l'hébergement fleurit dans la capitale. La location de biens meublés séduit également de plus en plus la capitale. C'est le constat du comité du tourisme. La société Le Ciment Guyanais au cœur de votre série Made in Guyane ce soir. L'entreprise existe depuis 20 ans et s'impose sur le territoire. Elle connaît également une transition industrielle. Sa découverte à suivre dans cette édition. Et puis notre invité sera ce soir le recteur de l'Académie. Philippe Lacombe quitte la Guyane demain. Nous reviendrons avec lui sur les 2 années d'exercice en Guyane et sur les dossiers qui ont émaillé son parcours chez nous. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. On commence tout de suite avec l'affaire du cambriolage meurtrier du 20 janvier dernier. Souvenez-vous, 4 hommes s'étaient introduits dans une exploitation de Wayabo. Ils avaient tué un témoin et ligoté le propriétaire. Ils ont été arrêtés en fin de mois dernier et reconnaissent les faits. Ils étaient présentés aujourd'hui au parquet de Cayenne pour vol, séquestration et meurtre en bande organisée. Les précisions du procureur de la République et du commandant chargé de l'affaire au micro de Jonathan Lariot. Donc ce sont 4 cambrioleurs qui se sont rendus sur cette exploitation parce qu'ils pensaient y trouver des choses à voler. Ils ont volé un certain nombre de choses d'ailleurs, mais pour un butin absolument ridicule. Et ce braquage tourne mal parce que un des Brésiliens, qui est présent sur la propriété en tout cas, se rebelle. Et un des braqueurs tire et tue ce jeune Brésilien de 23 ans d'un coup dans la poitrine. En 20 ans, le tireur a seulement 20 ans. Le meurtre est en bande organisée, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà, donc ces 4 hommes sont passés aux aveux devant les gendarmes. Ils ont reconnu qu'ils étaient tous les 4 présents sur la propriété ce soir-là et le tireur a reconnu que c'était bien lui qui avait tiré. Le soir des faits, donc le 20 janvier, après avoir fait un petit repas sur Cayenne, il décide tout simplement d'aller commettre un vol, un cambriolage sur cette exploitation de Matiti qu'ils connaissent. L'objectif, c'était pas du tout de commettre ce meurtre, l'objectif, c'est tout simplement de commettre un cambriolage, mais qui tourne mal. Le tireur avait, entre guillemets, pour mission de protéger le groupe, et lorsqu'ils sont tombés nez à nez avec les 3 employés, lui, il a mis en joue un des employés qui se rebellait, qui ne voulait pas se laisser faire, et puis le coup est parti. Alors je précise quand même que ce n'est pas un employé de l'exploitation, mais une personne qui se trouvait là et qui est venue rendre visite aux 2 employés. C'était un ami de 2 employés. En bref, maintenant, Désy Bouterse comparaît depuis ce matin devant le tribunal de Paramaribo. Le président surinamais et 23 autres personnes sont suspectées d'avoir commis plusieurs meurtres le 8 décembre 1982, jour où 15 personnalités surinamaises avaient été exécutées au mont Zelandia à Paramaribo, une affaire dans laquelle le président fait figure de principal suspect. Et dans le même temps, au Brésil, l'ex-président Lula a lui été placé en garde à vue par la police fédérale ce matin. Il serait empêtré dans une affaire de corruption avec une compagnie pétrolière ayant servi de façade dans des échanges d'argent entre industriels et hommes politiques. Il est considéré comme le principal bénéficiaire de ce plan de corruption. Des perquisitions ont eu lieu à son domicile ainsi que chez ses proches. Dans le reste de l'actualité, chez nous, des propositions pour soutenir la mission locale régionale en grande difficulté. C'était l'objectif de la table ronde organisée ce matin au centre de gestion de Cayenne en présence des maires de Guyane et du président de la CTG. À ce jour, environ 5000 jeunes bénéficient des financements de la mission locale et ce sont 10 000 qui n'y ont pas accès. Les précisions du directeur de la structure et du président de l'association des maires au micro de Xavier Paul Lepelletier. Aujourd'hui, on accueille à peu près 2000 nouveaux jeunes chaque année. On en accompagne à peu près 4 à 5000 et c'est déjà beaucoup. On les accompagne sur des problématiques de santé, de logement, d'élaborer leur parcours professionnel, de trouver un emploi. C'est beaucoup, mais c'est encore très insuffisant au regard des besoins du territoire. On sait que la démographie est exponentielle, donc il y a besoin d'accompagner à peu près 15 000 jeunes. On en est à 5000, donc vous voyez, il faudrait multiplier encore par 3. Et comme on a des difficultés importantes, on a besoin vraiment de consolider notre structure pour après être dans le développement. Tant qu'il n'y aura pas de développement économique dans ce territoire, tant qu'il n'y aura pas d'industrie, de gros projets structurants pour offrir de l'emploi à nos jeunes, eh bien on sera toujours là à courir après l'urgence. Donc on a ce dossier de la mission locale à traiter en urgence, mais derrière c'est l'emploi. C'est l'emploi qu'on doit traiter pour enfin éviter cette hémorragie. Et je ne pense même pas un seul instant à ce que disparaissent les missions locales. Il est hors de question qu'on soit le seul département français où disparaîtrait une mission locale. On a trop de jeunes à suivre, ça serait horrible. Excusez-moi du terme, c'est impensable.
Nous recevons ce soir le recteur de Guyane, Philippe Lacombe. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Monsieur le recteur, vous quittez le département ce week-end. Vous serez remplacé par monsieur Youssoufi Touré, actuel président de l'Université d'Orléans. Quel bilan tirez-vous de cette première expérience en tant que recteur ? Alors, j'ai souhaité simplement faire un bilan humain. J'ai dit ces 2 années nouvelles, puisque c'était pour moi un retour, sont riches d'expériences, d'échanges, de rencontres, et ça, je le capitalise et c'est du bonus. Sur l'aspect de m'approprier, je rappelle que c'est un travail vraiment collectif, qu'il y a aux manettes aujourd'hui des cadres guyanais pour chacun des gros chantiers que j'ai entrepris, d'une part, et que d'autre part, j'ai aucun doute quant à la continuité de mon action. Je rappelle simplement que le classement de la Guyane intégralement en éducation prioritaire, que les 200 contrats d'alternance rémunérés pour préparer les concours, que la Guyanage, les ILM sont autant de chantiers dont on est sûr qu'ils sont partenariaux et pérennes. Justement, vous évoquiez de gros chantiers. Est-ce que 2 années, ça suffit pour asseoir une politique dans un département confronté à tant de difficultés ? Alors 2 années c'est court, 2 années c'est très court, c'est trop court pour voir de véritables inflexions parce que sur les gros chantiers, encore une fois, ils sont évalués. L'éducation prioritaire pour toute la Guyane, c'est 500 emplois supplémentaires. Donc on attend de nous une amélioration des performances scolaires, de meilleurs résultats pour les jeunes Guyanais, le bac en amélioration, tout un tas de choses. Donc ça va être évalué, je n'ai pas de doute. Mais vous savez, 3 ans c'est court, 4 ans c'est court et c'est le lot aussi du choix ministériel. Parce que ça ne vous a pas échappé, il y a eu un très gros mouvement de recteurs. Tout à fait. Alors on va entendre maintenant la réaction, le regard que porte Didier Dorlipo, secrétaire général du syndicat SE-UNSA, sur ces 2 années passées avec vous en Guyane. Regardez. Un bilan qui sera rapide. Le temps passé par le recteur en Guyane a été également très bref. Donc les aspects positifs, c'est tout simplement le classement de l'intégralité de l'académie en éducation prioritaire. Pour nous, c'est une bonne chose. Le dispositif aussi pour les alternants, donc 200 étudiants qui font leur premier pas dans l'éducation nationale. Une écoute également, je parle du souci avec l'IAIPR des SVT. L'UNSA a saisi le recteur de ce problème et il l'a plus ou moins réglé puisque l'IAIPR nous a quittés depuis. Les aspects négatifs, c'est d'une part un départ tout simplement qui fera qu'il ne suivra pas ces mesures innovantes. Je veux parler de ma Guyanage. Bon, c'est pas dit que le successeur rentrera aussi dans ce costume-là. Les constructions scolaires, nous réclamions 500 classes en élémentaire, 15 collèges, 10 lycées. Bon, c'est pas dit non plus qu'on obtiendra ces créations de salles. Ensuite, les phénomènes de violence qui ont plus ou moins été réglés à l'intérieur des établissements scolaires, mais le problème de cette violence aux abords et à proximité n'a toujours pas été réglé. Le suivi et l'accompagnement des enseignants non titulaires sur leur prise de poste n'a pas été suffisant parce que pour nous, un métier tel que celui de l'enseignement, à partir du moment où on est sur une première prise de poste, les enseignants contractuels doivent être accompagnés. Alors ce qui nous effraie aussi, c'est que sur des dispositifs tels que les maîtres itinérants et les classes de proximité, eh bien vous voyez, ce sont des dispositifs qui ont été initiés par le recteur Roland, du coup, qui a été abandonné sous la mandature de M. Lacombe, puisqu'il ne réside plus que 3 dispositifs, et donc nous sommes véritablement inquiets pour la suite. On évoque là plusieurs choses, mais quel est votre regard sur cette vision ? Bien, écoutez, les syndicats en Guyane sont exigeants. Ils sont de réels partenaires. Donc, moi, je trouve le bilan fait par l'UNSA, comme l'ensemble des partenaires, assez honnête et loyal. Simplement, je rappelle le souci de pérenniser nos actions, ce n'est pas une affaire d'une personne, si vous voulez. Les mêmes organisations syndicales seraient promptes à me dire vous vous appropriez un certain nombre de choses. C'est pour ça que je n'en fais pas le bilan. Prenez l'exemple de la Guyanage qui est évoqué par Didier Dorlipo, il a raison. Mais c'est un projet que j'ai lancé l'an dernier pour 3 ans, qui donne du travail sur 3 années à 12 jeunes Guyanais qui ont été formés à ces fins. On peut tous les reprendre un par un, ils se prolongent, ils se continuent. Justement, on évoquait donc de gros chantiers, vous avez été confronté à plusieurs dossiers importants. On parlait du passage de tout le département en zone REP+, manque d'effectifs, problème d'insécurité. Il y a eu plusieurs manifestations des élèves et des parents d'élèves entre l'année dernière et ce début d'année. Au final, quelle empreinte vous laissez sur toutes ces affaires ? Alors l'empreinte, elle est partielle, si vous voulez, parce que je pense vraiment que beaucoup de chemin a été parcouru.
nous avons modifié l'approche de la vie scolaire. Je vous rappelle aussi que le classement en éducation prioritaire, en 2 années, c'est 500 emplois supplémentaires d'enseignants, 500 salariés formés dans l'académie. C'est aussi pour ça qu'on a le 3e pan, la formation de jeunes Guyanais, les 200 alternants dont on parle. Donc la marque, elle est là. On a vraiment recruté du monde, professionnalisé les comportements, fait émerger un pôle vie de l'élève, booster l'équipe mobile de sécurité, densifier les partenariats par la convention évidence avec les forces de police et de gendarmerie. Et le bilan est assez honnête. Oui, les effets positifs sont une pacification dans les établissements scolaires. On y met de gros moyens, notamment des moyens humains. Vous le savez, moi, j'étais pas fan des caméras, mais parce que derrière chaque caméra, il faut forcément quelqu'un. Donc, autant mettre de l'humain. Et ça, c'est en voie d'amélioration, même s'il reste beaucoup de choses à faire. Ce qui n'est pas aujourd'hui acquis, c'est une Guyane pacifiée, c'est l'absence de vol, de violence, de raquettes, mais c'est signalé et c'est partagé, pas seulement par les enseignants, les parents d'élèves et les élèves dans leur vie sociale, c'est partagé par les chauffeurs des transports en commun, par les moniteurs d'auto-école, par les forces de l'ordre, si vous voulez. Et là, la Guyane, elle est en fragilité, effectivement. Une dernière question très rapidement sur votre départ pour la Corse. Est-ce que votre expérience en Guyane va vous permettre un peu de prendre un meilleur élan arrivé là-bas ? Alors je ne sais pas, moi je suis assez confiant. Vous le savez peut-être, mes précédentes affectations, Polynésie française, Wallis et Futuna, la Guyane 2 fois et puis la Nouvelle-Calédonie, on m'avait dit mais attention ici ou là. Bon, la Corse renvoie à des imaginaires et des stéréotypes. Je la connais un peu, j'y ai quelques amitiés et je suis sûr de bénéficier d'un aussi bon accueil que celui que j'ai eu en Guyane. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'avoir accepté notre invitation. On poursuit ce journal avec notre série Made in Guyane. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir le ciment guyanais. Présente depuis plus de 20 ans sur le territoire, l'entreprise s'impose depuis toutes ces années, un laps de temps dans lequel elle a connu une révolution industrielle, comme nous le montre Jonathan Lariot. Dans ce hangar, plus de 7000 tonnes de matières premières. Chaque mois, c'est sur cette base que Thierry lance sa production. Dehors, pas au fond. Dans cette entreprise guyanaise, on produit du ciment depuis déjà 20 ans. Mais avant de finir dans ces sacs, il passe par plusieurs transformations. Les matières premières partent du hall pour remplir nos 3 silos. Quand ce produit passera dans le broyeur, ils iront remplir nos 4 silos de produits finis. Les matières premières arrivées, il est temps de mélanger le tout, toujours selon des procédés bien spécifiques. Ici, on se trouve avec la composante des 3 ciments. Et chaque doseur aura un pourcentage, une recette qui va déterminer le produit fini. Le ciment est composé de 3 composants en général. Et c'est ici qu'on les assemble par l'intermédiaire des doseurs. Les recettes des différents types de ciment prêtes, c'est autour de la mise en sac et fini l'époque où tout se faisait à la main. Aujourd'hui, tout est automatisé. Totalement automatisé pour l'ensaçage des sacs, de l'encamionneur des sacs, où on place des liasses de sacs afin qu'elles soient acheminées pour être lancées sur une rotative où il y a 8 becs qui permet le remplissage de chaque sac de 25 kg. Les sacs se remplissent très rapidement. Il ne faut que quelques secondes pour qu'un sac de 25 kg ne fasse son chemin jusqu'à la palette. Ce sont des milliers d'entre eux qui défilent toute la journée. Nous produisons 120 à 100 palettes jour, ce qui nous fait à peu près 240 tonnes, 200 tonnes de production de sacs. Depuis sa création, le ciment guyanais domine le marché local. Ils sont présents sur la quasi-totalité des constructions guyanaises. Avec un chiffre d'affaires de plus de 25 millions d'euros par an, ils sont les seuls fabricants de ciment dans le département. Le ciment venait de Trinidad, des Antilles, et il y a des investisseurs guyanais qui ont créé une société, cette société. Tout le ciment qu'on produit est consommé en Guyane. Globalement, on peut dire qu'on fournit à peu près 80-98% du marché aujourd'hui. Tous les autres projets qui ont été faits en Guyane ont été faits avec nous. Nous avons fait Soyouz, on a fait tous les différents ponts, on a construit l'hôpital de Cayenne. Nous sommes 25 personnes aujourd'hui sur le site. On crée de l'activité autour de nous. Bon, et puis, c'est quand même une société
qui consomme beaucoup d'électricité. Donc on est certainement un des plus gros consommateurs d'électricité de la Guyane. Et notre objectif, c'est, comme je le disais au début, c'est d'être en Guyane et d'y rester. Si aujourd'hui l'entreprise trône fièrement sur le marché en Guyane, l'exportation, elle, reste compliquée. D'un côté, le Brésil avec une valeur monétaire trop inférieure par rapport à l'euro, et de l'autre, le Suriname qui possède sa propre production. Pour l'instant, le rêve d'ouvrir la porte du monde au ciment guyanais reste inaccessible. Restez avec nous dans quelques instants. Nous parlerons de l'offre économique pour les touristes qui s'améliore à Cayenne. Et puis, nous découvrirons les réalisations artistiques d'une dizaine de jeunes en réinsertion sociale. Une exposition sur la grande parade de Cayenne à découvrir dans quelques instants. L'offre d'hébergement touristique s'étoffe donc à Cayenne. Cette année, la capitale accueille déjà 60 chambres supplémentaires et plus d'une centaine rénovées l'an passé. Mais la location d'appartements ou de maisons meublées séduit de plus en plus la clientèle d'affaires notamment. Toute une évolution sur laquelle le comité du tourisme veille attentivement par le biais notamment de son observatoire. Xavier Paul Lepelletier. Avec 39 669 € de taxes de séjour prélevées à Cayenne en 2015, ce sont plus de 30 000 nuitées qui ont été comptabilisées. Des nuitées au sein d'établissements d'hébergement en constante évolution. C'est à Cayenne que l'offre hôtelière se développe actuellement. On a 2 nouveaux établissements depuis récemment. Un premier hôtel qui est un hôtel 2 étoiles qui vient juste d'être ouvert avec 61 chambres à des prix relativement abordables. C'est un 2 étoiles donc qui va attirer à la fois des touristes résidents comme des touristes de l'extérieur. Et un hôtel 3 étoiles, donc là il s'agit de l'hôtel qui est situé place des Amandiers qui vient d'être rénové avec une capacité plus faible de 21 chambres. Voilà, donc un hôtel tout neuf, prêt à accueillir les touristes de passage ou les touristes de Guyane. On a de plus en plus de propriétaires qui se lancent dans cette aventure de louer soit une partie de leur maison, soit carrément un établissement à part. Donc c'est ce qu'on appelle les meublés de tourisme, les chambres d'hôtes. Donc c'est des hébergements destinés à la location courte durée, donc moins de 3 mois. C'est soumis à une réglementation très stricte. On en a de plus en plus en Guyane, et particulièrement sur l'île de Cayenne, une réelle concurrence positive qui s'installe avec un standing de plus en plus présent. Soucieux d'ajuster les budgets touristiques des collectivités, le comité du tourisme guyanais est à l'initiative du premier observatoire du tourisme en Guyane. L'Observatoire du tourisme naît du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de Guyane qui a été validé en novembre 2013. Les éléments sont recueillis au départ de l'aéroport Félix-Éboué. En zone d'embarquement, le volume annuel de personnes interrogées est de 2000 personnes pour les vols vers les marchés régionaux et vers les marchés nationaux et pour les vols intérieurs de 500 personnes. Les questions qui sont posées sont très simples. Qu'est-ce que vous avez fait en Guyane? Voilà, qu'est-ce que vous avez consommé? Quels sont les sites touristiques que vous avez visités? Combien vous étiez? Où avez-vous été hébergé? Quel mode d'hébergement? Sont des questions qui sont posées aux touristes au départ de l'aéroport Félix-Éboué, également des questions qui sont posées par téléphone aux résidents guyanais. Donc on est sur un échantillon de 1000 personnes par an pour connaître là aussi leur mode de consommation et leur profil. Après 3 ans d'études, les premières conclusions de l'observatoire seront dévoilées dans quelques semaines à l'occasion du Salon du tourisme. On poursuit avec cette nouveauté dans la loi. Vendre un animal de compagnie entre particuliers est devenu, depuis le 1er janvier, réglementé. Il faudra dorénavant se procurer un numéro sirène auprès de la Chambre d'agriculture. L'objectif, encadrer la commercialisation d'animaux domestiques, mais aussi diminuer les abandons et les trafics d'animaux. Céline Chalonneau. Depuis janvier 2016, Xavier est officiellement devenu éleveur de chiens. Pour ce passionné de canidés, le sujet est pris très au sérieux. Ce dispositif devrait, selon lui, réglementer l'élevage canin, mais aussi encadrer la commercialisation des chiens et des chats, et ainsi diminuer les trafics. Dès qu'on fait une portée, on est considéré éleveur. Après plus de 2 portées, maintenant la loi exige quand même qu'on ait un numéro de siret. Bon, moi je produis plus de 2 portées par an, donc du coup j'ai fait la démarche dans ce sens. C'est certain que ça va permettre de contrôler, parce qu'il y a des races quand même qui sont à la mode. Et souvent, les gens, dans un but lucratif, ils se mettent à faire l'élevage de chiens et pas
parce qu'ils aiment ça, c'est vraiment pour l'appât du gain. Donc du coup, les chiens sont un peu faits n'importe comment, n'importe où, dans n'importe quelle condition. L'augmentation des ventes d'animaux domestiques entre particuliers via Internet a interpellé les acteurs de la filière. Il faudra désormais, pour publier une annonce, se procurer un numéro sirène auprès de la Chambre d'agriculture. L'objectif est aussi de lutter contre l'abandon. Énormément de contrôle il faut aujourd'hui, puisque aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de chiens qui sont achetés sur un coup de cœur et après qui sont abandonnés, qui se retrouvent en refuge. Et en réglementant un petit peu, ça va sensibiliser tout le monde à réfléchir avant de faire l'acquisition. Et automatiquement, ça devrait responsabiliser tous ceux qui veulent faire reproduire. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura toujours ceux qui vont faire reproduire pour gagner de l'argent. Maintenant, ce sera au service de l'État de faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Les personnes qui ne respecteront pas ces dispositions seront ainsi passibles de sanctions pénales avec des amendes pouvant aller jusqu'à 7 500 €. Pour finir ce journal, je vous propose un retour en images sur la grande parade de Cayenne. Il s'agit d'une exposition réunissant les travaux d'une dizaine de jeunes issus de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Une exposition tout en couleur à retrouver jusqu'à demain. Reportage Ayodele Germa. Le carnaval, c'est de l'histoire ancienne. Mais dans cette salle d'exposition, les derniers vestiges de ces jours festifs. En décembre et janvier dernier, sous la tutelle de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'association carnavalesque Kouman, une dizaine d'adolescents s'initiaient à l'art du carnaval, de l'assemblage des pièces de costumes au grand défilé dans les rues de Cayenne. Bien sûr, avec les hauts et les bas, on a des jeunes qui, effectivement, avec une certaine irrégularité, puisque ce sont des jeunes qu'on essaie de rattraper un peu dans un contexte social qui est différent de celui qu'ils ont vécu jusqu'alors. Donc voilà, mais on a quand même gardé le gros de la flotte jusqu'au bout de l'action. Au-delà de l'aspect ludique, l'objectif de cette première action du genre est avant tout d'apprendre le vivre ensemble, se tenir à distance de la violence. Il y avait de la couture, il y avait la confection d'accessoires. Donc déjà, on peut trouver des dérivés de métiers. Il n'y avait pas que ça comme objectif. Il y avait également un souci intergénérationnel, permettre aux jeunes de se confronter avec des adultes qui ont une autre conception de la vie, une expérience de la vie. Donc on a tous ces objectifs-là qui rentrent en ligne de compte. Et puis c'est aussi un moment, on parle de voltigeurs dans le carnaval, c'était aussi un moment de permettre aux jeunes de voir autre chose que la violence voltigeur, comme on dit entre guillemets, dans le carnaval et de pouvoir se poser dans un carnaval. Une centaine de photos et quelques pièces uniques ont été exposées ici, dans la salle de réunion de la PJJ. Ce lieu est un sanctuaire pour les jeunes en difficulté. Donc nous les accompagnons dans tous les compartiments de la vie. C'est un accompagnement global donc qui touche effectivement tout ce qui est relation entre le jeune et sa famille, le jeune et la société d'une manière générale. Donc voilà, donc ce sont des jeunes qui sont soumis de justice pour la plupart et nous avons à rendre compte aux magistrats. L'exposition prend fin ce soir. Ces pièces serviront l'an prochain pour les premiers défilés, en attendant la confection de nouveaux déguisements par les jeunes artisans du carnaval. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. Près de 200 chambres neuves pour les touristes de Cayenne depuis l'année dernière. Le secteur de l'hébergement fleurit dans la capitale. La location de biens meublés séduit également de plus en plus la clientèle. C'est le constat du comité du tourisme. La société Le Ciment Guyanais était au cœur de votre série Made in Guyane ce soir. L'entreprise existe depuis 20 ans et s'impose sur les chantiers les plus importants du département. Et puis notre invité ce soir était le recteur de l'académie, Philippe Lacombe. Il quitte la Guyane demain. Nous avons évoqué ensemble ces 2 années d'exercice en Guyane et les dossiers qui ont émaillé son parcours chez nous. L'info continue sur ATV Guyane avec nos confrères de BFM TV dans quelques instants, puis ce sera Dom Laquezotte avec Dominique Nugent. Très bonne soirée à vous, très bon week-end, à lundi.